on a vu, donc rapidement, je passe ce qu'on a vu, donc je passe rapidement sur ce qu'on a vu. Alors, on a défini, donc, si on a un polynôme de degré n supérieur ou égal à 1, hein, sigma AK x à la puissance kk allant de 0 jusqu'à n, alors on a défini P' par le polynôme A1, 2A2, jusqu'à n A0, 0, 0, 0. C'est écrit sous la forme sigma KAK xk-1 de k allant de 1 jusqu'à n. Et ensuite, il nous reste pour le polynôme constant. Alors, leur dérivée est définie par 0kx. Et c'est analogue à ce qu'on fait en analyse si on considère l'application polynomiale petit. Voilà. Donc, il suffit de dériver par rapport à la petite variable x. Donc, on a vu, c'est analogue aussi à l'analyse. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'un scalaire, scalaire ici, lambda fois p, c'est lambda fois p'. Et ensuite, la dérivée du produit PQ, c'est P'Q plus PQ'. Alors là, pour la preuve, il suffit tout simplement d'utiliser la définition. Et ensuite, on a défini des dérivées d'ordre supérieur. Par exemple, la dérivée d'ordre n, elle est définie d'une façon par récurrence. Donc, la dérivée d'ordre 0, c'est P. La dérivée d'ordre 0 d'un polynôme P, c'est P lui-même. Et pour tout n appartenant à n étoiles, la dérivée d'ordre n, c'est tout simplement la dérivée de P d'ordre n-1. D'accord? Pour ce prime-là, on utilise la définition. Pour la dérivée n-1, elle est définie. Elle n'est pas récurrente. On définit la dérivée d'ordre 0, la dérivée d'ordre 1 et ainsi de suite. Alors, avec ces dérivées successives, on a pu obtenir l'expression, ou bien la formule de Maclaurin pour les polynômes, qui consiste quoi? À remplacer les coefficients AK par les dérivées successives de P appliquées à 0 sur K factoriel pour AK. D'accord? Et donc, pour la démonstration, il suffit juste comment dire, de savoir, en fait, de dériver P K fois. Et donc, ça revient à dériver la somme de AKX, par exemple, H fois, on va dire H fois. Et ensuite, il y avait une remarque précédente qui dit que la dérivée Him d'un monome XK, c'est quoi? Eh bien, c'est K fois K moins 1 jusqu'à K moins H plus 1, produit, à la fois X à la puissance K moins H. Ça, c'est pour H inférieur à K. Si H égale à K, donc la dérivée Him et la dérivée Km de XK, c'est K factoriel. Et si H dépasse strictement K, la dérivée d'ordre H de XK, c'est 0. Donc, on se base sur ça pour avoir la formule de Maclaurin. Alors, on a vu une formule plus générale, c'est la formule de Tyler. Alors, c'est dans cette formule, on remplace les coefficients pas les coefficients, mais le P, il s'écrit sous la forme PA, P'(A) sur 1 factoriel x moins A, P seconde appliqué à A sur 2 factoriel x moins A au carré, jusqu'à la dérivée nème de P appliqué à A sur 1 factoriel x moins A à la puissance n. Alors là, l'importance de la formule de Taylor, c'est que si on connaît les dérivées successives de P en A, avec A n'importe quel scalaire, alors on est capable de connaître tout le polynôme P. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est ça l'avantage de la formule de Taylor, c'est une généralisation de la formule de Maclaurin. Alors ensuite, on a défini c'est quoi un zéro d'un polynôme. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, donc nous donnons pas. Alors, soit P
un polynôme de Kx. Alors, alpha est un scalaire de K. Quand est-ce qu'on dit que alpha est un 0 de P? C'est tout simplement l'application polynomiale associée à P s'annule en alpha. Autrement dit, alpha est, voilà, on dit alpha est 0 de P ou bien alpha est racine de P, c'est la même chose. Et donc, si P tilde appliqué, P tilde appliqué à alpha égale à 0. Et l'équation P tilde de petit x égale à 0 s'appelle équation algébrique d'inconnu x appartenant à K. Alors, on a donné une caractérisation de cette définition, c'est que c'est très simple, sa démonstration, il suffit juste de lire la définition. Ça, même pour l'autre sens, c'est très, très simple. Alors, alpha est un 0 de P, si seulement s'il existe K tel que P égale à X moins alpha, pardon, il existe Q, un polynôme de Kx tel que P égale à X moins alpha fois Q. Comme on dit, quand je fais la division euclidienne de P par X moins alpha, j'obtiens un reste qui est nul. On a donné des exemples. Ensuite, on a passé à la définition d'un zéro de multiplicité H. Alors, soit P, un polynôme de Kx et alpha un 0 de P. On appelle multiplicité. Est-ce qu'on a fait ça? Oui, je pense oui. Oui, madame. Oui. Alors, on appelle multiplicité au ordre de multiplicité de alpha. C'est un entier qui appartient à n étoile. H, c'est un entier H appartenant à n étoile. Et qu'il existe Q appartenant à X, vérifions P égale à X moins alpha à la puissance H fois Q. Et Q ne s'annule pas en alpha. Ça veut dire que si je fais la division euclidienne de P par X moins alpha à la puissance H, j'obtiens un reste qui est nul. Mais le quotient ne s'annule pas en alpha. Autrement dit, si je fais, à votre avis, si je fais la division euclidienne de Q par X moins alpha, j'obtiens un reste comment? Non nul. Très bien, non nul. Parce que sinon, si j'obtiens un reste qui est nul, qu'est-ce qui va se passer? Q, il va s'écrire sous la forme X moins alpha fois un autre quotient. Donc, P, il va s'écrire sous la forme X moins alpha à la puissance H plus 1 fois un autre polynôme. Il y a d'autres polynômes, il peut s'annuler ou pas. Donc, normalement, le quotient, donc si H est l'ordre de multiplicité de alpha, donc obligatoirement, Q ne doit pas s'annuler en alpha. Vous voyez? C'est-à-dire H, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce H? H, c'est le plus grand entier, d'accord? Naturel, tel que P égale X moins alpha, la puissance cet entier fois Q. D'accord? Par exemple, supposons que H égale à 3. D'accord? Je peux toujours écrire P égale à X moins alpha au carré fois un certain polynôme. Mais pourquoi 2 ne sera pas un ordre de multiplicité? Parce que si j'écris P égale à X moins alpha au carré fois un polynôme, et je sais que 3, c'est l'ordre de multiplicité, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'autre polynôme, il va s'écrire sous la forme X moins alpha fois un certain Q. Donc, il va s'annuler en alpha. Donc, 2, ce ne sera pas l'ordre de multiplicité, c'est 3. D'accord? Donc, c'est juste un. Alors, si H égale à 1, le 0 est dit 0 simple. Sinon, alpha est dit 0 multiple. Pour le cas particulier où H égale à 2, alpha est dit 0 double. Et si H égale à 3, alpha est dit 0 triple. Est-ce qu'on a fait l'exemple? Rapidement. Oui, madame. Alors, et cette proposition? Non, pas encore. Donc, voilà, on va faire rapidement la proposition. Soit P appartenant à X. Si les éléments alors انتوما ما عملتوش TD lundi passé. Vendredi, madame.
Ni lundi, ni vendredi. Ah non. Non. Alors, tu le corrigé de la série? Oui, madame. C'était une représentante. D'accord. Tu aussi le corrigé de la série 2, Beda. TD2. كاين في موديل je pense. Oui, madame. Oui. وانتم فين كنتوا وصلتوا مع الأستاذ ديالكم؟ يلا Déjà. كملنا مع TD2. عملتوا كل شيء pour tout le monde؟ pour nous كملنا. كنتوما؟ TD5. lundi ولا vendredi؟ vendredi avant dernier. عرفت. ولندي فين وصلتوا معاه؟ في الناس اللي حضروا معاه؟ اخر lundi. كيسيون في ليكزارسيس الاخر ديال تي دي 2 ساليتوها ولا لا؟ باقي استاذ. اوكي. Donc, mais de toute façon, parce que ما كاينش وقت, donc la solution elle est hyper bien détaillée. غادي تشوفوا لي هذوك les exercices aussi ديال راه كاينه aussi la dernière question de la série 2 et aussi les 5 premiers exercices de la série 3. D'accord? Donc travaillez bien. Et donc votre prof il est arrêt maladie qu'il va reprendre après. Mais en attendant, il faut travailler. Bien, donc proposition de 2. Alors, cette proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Soit P un polynôme de Kx. Si les éléments alpha 1, alpha 2, alpha n de K scalaire représentent M0 distinct de P de multiplicité respective H1, H2 jusqu'à Hn. Autrement dit, alpha 1 est un zéro de multiplicité H1. Alpha 2 est un zéro de multiplicité H2 jusqu'à alpha m qui est un zéro de multiplicité Hm. Alors, si on connaît ça, alors il existe un polynôme Q appartenant à X tel que P est le produit X moins alpha I à la puissance HI, I allant de 1 jusqu'à M. C'est-à-dire X moins alpha à la puissance H1 fois X moins alpha 2 à la puissance H2 jusqu'à X moins alpha M à la puissance Hm fois un polynôme Q. Avec Q, il ne s'annule en aucun alpha. I allant de 1 jusqu'à 1. Alors, juste une petite question. Est-ce que M ici, dit comme ça, est-ce qu'il représente tous les zéros distincts de P? Distincts, il y a des zéros مختلفين. D'accord? Est-ce que M représente tous les zéros qui peuvent exister de P? Quand vous lisez la phrase. Allô? Est-ce que vous êtes encore là? Oui, madame. Oui. Alors, ma question, est-ce que M représente tous les zéros de P? Ou bien juste, si on connaît quelques zéros, avec leur multiplicité, on est capable d'avoir cette factorisation. Ici, dans cette proposition, M représente quelques zéros distincts. Supposons que j'ai un polynôme P et je connais par exemple que 2 zéros distincts, alors que lui, il admet, je ne sais pas, 10 zéros distincts. Mais juste avec ces 2 zéros distincts, et si je connais leur multiplicité, je peux avoir une factorisation. Ce n'est pas la factorisation finale de P, mais c'est juste un début de factorisation. Et ça correspond à ces zéros qu'on connaît maintenant. D'accord? Alors, pour la preuve, on va voir sur... Alors, ça va se faire par récurrence. Alors, pour M égale à 1, posons, on a juste un zéro distinct.
avec sa multiplicité H1. On a alpha 1 égale 0,2. Pardon. Alors, je ne veux pas dire distinct, mais parce que j'ai qu'un seul 0. Donc, on a alpha 1 égale 0,2P de multiplicité H1. Par définition, il va exister quoi? Yalla, yalla. Un polynôme Q1. Un polynôme Q1. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Alors, il va exister un polynôme Q1 appartenant à Kx qui vérifie quoi? Tel que P égale à X moins alpha 1 à la puissance H1. Alors là, j'ai oublié Q1. Fois Q1, n'est-ce pas? Oui, madame. Page 6, Q1. P égale X moins alpha 1 à la puissance H1. Bien. Et Q1 ne s'annule pas en alpha 1, par définition. Alors, est-ce que la propriété est vraie pour n égale à 1? Regardez. Nous voulons avoir un polynôme tel que P égale X moins alpha 1 H1 fois machin fois X moins alpha M HM fois Q et Q ne s'annule en aucun alpha I. Pour I égale à 1, est-ce qu'on a répondu à la question? Oui. Ben oui. J'ai juste oublié de Q1. Ça fait, je vais la rajouter. Alors, ensuite, maintenant, l'hypothèse de récurrence. On va supposer que la propriété est vraie jusqu'à M. Autrement dit, si je possède M0 distincts avec leur multiplicité respective, donc je peux obtenir P, il va s'écrire sous la forme produit de X moins alpha I à la puissance HI, I allant de 1 jusqu'à M fois un polynôme Q qui ne s'annule en aucun alpha I. Donc, c'est ça l'hypothèse de récurrence. Maintenant, je vais montrer que c'est vrai pour M plus 1. Pardon, qu'est-ce que je... Voilà. Alors, soit P appartenant à KX. Alors, mes hypothèses, qu'est-ce qu'on va dire? Les données. Et là, rapidement. On va dire que P, par exemple, on a combien de zéros? 1 plus 1. 1 plus 1, 0 distinct de P, avec leur multiplicité respective, H1 jusqu'à HM plus 1. Alors, je vais juste revenir ici. Est-ce que je peux utiliser l'hypothèse de récurrence? Parce que l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut d'abord posséder ou bien avoir M0 distinct. Est-ce que c'est le cas ici? Si j'ai carrément M plus 1. Donc, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence pour les M premiers zéros, n'est-ce pas? Oui, madame. Très bien. Donc, alors, d'une part, P vérifie les conditions de l'hypothèse de récurrence. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, HR, il va exister un Q appartenant à KX tel que P égale produit de X moins alpha I à la puissance HI, I allant de 1 jusqu'à M fois un polynôme Q, avec Q ne s'annule pas en alpha I allant de 1 jusqu'à M. Et je vais noter ce résultat 1. Maintenant, qu'est-ce que la donnée que je n'ai pas utilisée encore? Et que alpha 1 plus 1 est un 0 de P de multiplicité HM plus 1. Donc, je vais l'utiliser maintenant. Et d'autre part, on a alpha 1 plus 1 est un 0 de P de multiplicité HM plus 1. Alors, par définition, n'est-ce pas? Il existe un polynôme L appartenant à X tel que P égale X moins alpha 1 plus 1 à la puissance H1 plus 1 fois L avec L ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Et je note ce résultat 2. Pourquoi j'ai 2? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour avoir 2? Rapidement. La définition. Très bien. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour avoir 1? Hypothèse. L'hypothèse de récurrence pour les M premiers zéros. D'accord? Et 2 est obtenu en utilisant la définition pour le dernier 0. Très bien. Alors, 1 et 2. Regardez, j'ai deux expressions de P. Donc, ces deux expressions sont
égale. Alors, 1 et 2 impliquent que x moins alpha m plus 1 à la puissance hm plus 1 fois L égale produit de x moins alpha à la puissance hi allant de 1 jusqu'à m fois q. OK? Alors, j'ai regardé ici. Je vais considérer ce polynôme produit de x moins alpha à la puissance hi et allant de 1 jusqu'à m, tout ça fois q. Je vais considérer. Alors, ça, c'est par exemple, comme ça, je vais le nommer, par exemple, le polynôme, vous voulez, C, grand C. J'ai ce polynôme-là, A, et ça, c'est B. Alors, A fois B égale à C. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de A et C? A fois B égale à C, ça veut dire que A divise C. C. Donc, x moins alpha 1 plus 1 à la puissance hm plus 1 divise le produit x moins alpha i à la puissance hi allant de 1 jusqu'à m fois q. Bien. Et maintenant, il y a deux méthodes. La première, donc je continue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de alpha m plus 1 par rapport à ce polynôme-là? Rapidement. Ce polynôme-là, si je l'applique à alpha m plus 1, c'est la même chose qu'ici, si je l'applique à alpha m plus 1. Donc ici, c'est 0. Donc ce polynôme appliqué à alpha m plus 1, c'est 0. Donc alpha m plus 1 sera un 0 de ce polynôme-là. Mais de quelle multiplicité à votre avis? Toujours, si j'ai x moins alpha à la puissance, par exemple, n divise un polynôme, alors le n, est-ce que alpha sera un 0 de ce polynôme-là? De quelle multiplicité? Égal n ou bien inférieur à n ou bien supérieur à n? Supérieur. Supérieur ou égal, toujours. Parce que si on a x moins alpha plus n divise p, donc alpha est un 0 de p de multiplicité minimum n. Mais ici, normalement, donc alpha 1 plus 1, donc sera un 0 de multiplicité supérieure ou égale à hm plus 1 de ce polynôme-là. Mais si on veut être vraiment exact, je peux dire égal à hm plus 1. Pourquoi? Il y en a qui peut me répondre à cette question oralement. Ici, normalement, si on veut être très précis, normalement, c'est égal. Qui peut me justifier pourquoi j'ai la multiplicité égale à hm plus 1? Il y en a rapidement. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, madame. Il y en a qui peut répondre à cette question? Normalement, si on veut être précis, normalement, c'est égal. Mais il y a une justification. Si on n'avait pas, parce qu'en fait, normalement, toujours, si vous avez que x moins alpha à la puissance n divise un polynôme p, donc la multiplicité, elle est supérieure ou égale à n. Mais dans ce cas-là, elle est égale à hm plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a une donnée quelque part. Oui. Alpha 1 plus 1 est un 0 de p. Madame. Je n'entends pas. Alpha 1 plus 1 est un 0 de p de multiplicité hm plus 1. De quoi? Est un 0 de p de multiplicité hm plus 1. Ça, c'est une donnée, mais justifie-moi pourquoi alpha 1 plus 1 est un 0 de multiplicité égale à hm plus 1 de celui-là. Qu'est-il de m plus 1 différent à 0? On ne sait pas. J'ai que q appliqué à alpha i.
différent de 0 pour i allant de 1 jusqu'à n. Oui, Ayal Atosh, tu as dit quelque chose, mais tu n'es pas... C'est un peu large. Yalla. Madame M plus indifférent. Oui, oui, oui. Hasna? Bon. M plus indifférent à I. Non, non. Écoutez, regardez. J'ai x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1 fois L égale ce polynôme-là. Donc, quand est-ce que je peux dire que la multiplicité, c'est h1 plus 1? Alpha 1 plus 1 est un 0 de ce polynôme-là. De multiplicité h1 plus 1 est égale. Il faut que L ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Est-ce que j'ai ça? Oui, elle est là. D'accord? J'ai ce polynôme-là, il s'écrit sous la forme x moins alpha 1 plus 1 puissance h1 plus 1 fois un autre polynôme. Ce polynôme-là, L, il ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Donc, alpha 1 plus 1 est un 0 de multiplicité égale h1 plus 1 de ce polynôme. Vous avez compris? Alors, bon, écoutez, regardez, ça c'est notre polynôme. Normalement, ça c'est P aussi. Ça c'est mon polynôme. J'ai ce polynôme-là, il s'écrit sous la forme x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1 fois L. Donc, si je n'ai aucune autre donnée, donc tout simplement, je peux dire que alpha 1 plus 1 est un 0 de ce polynôme-là parce qu'il s'annule. Quand je remplace par alpha 1 plus 1, je vais obtenir 0. Et la multiplicité, elle est supérieure ou égale à h1 plus 1 parce que je ne connais pas le comportement de L par rapport à alpha 1 plus 1. Mais ici, je connais le comportement de L par rapport à alpha 1 plus 1. Il ne s'annule pas. C'est ici, d'après 2. Le L, le polynôme L, ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Donc, la multiplicité, elle est exactement h indice 1 plus 1. Je ne peux pas avoir quelque chose de plus. Parce que quand je divise L par x moins alpha 1 plus 1, le reste ne sera pas nul parce que L ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Et là. Donc, la multiplicité, c'est h1 plus 1. Vous êtes d'accord? C'est la définition. Oui. C'est la définition. Voilà. Ensuite, alors, alpha 1 plus 1. Il y a un 0 de multiplicité h1 plus 1 de ça. Mais, regardez, ce polynôme-là, il s'écrit sous la forme produit de x moins alpha à la puissance q. Un premier polynôme fois le polynôme q. Est-ce que ce premier polynôme qui est le produit, il s'annule en alpha 1 plus 1? Remplacer. Non, car les solutions, les racines sont distinctes. Très bien. Non, parce que le alpha 1 plus 1, il est différent de tous les alphas. Parce que les racines sont distinctes, c'est déjà dit dès le départ. Donc, et malgré ça, on dit que le alpha 1 plus 1 est un 0 de ce polynôme-là. Donc, à votre avis, quel est le polynôme qui va s'annuler en alpha 1 plus 1? Automatiquement, ça sera Q. Alors, c'est auto parce que sinon, il ne va pas s'annuler, donc c'est l'absurde. Donc, automatiquement, ça sera Q. Et il va s'annuler, si vous voulez, combien de fois? Et la multiplicité, c'est combien? Ça sera le minimum h1 plus 1. Minimum. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit le passage de là à là, alpha 1 plus 1 est un 0 de multiplicité supérieur ou égal à h1 plus 1 de Q. Pourquoi? Parce que alpha 1 plus 1, il est différent de tous les alpha i allant de 1 jusqu'à 1. Parce que ce premier polynôme-là, le produit
de x moins alpha et la puissance hi allant de 1 jusqu'à ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Donc, automatiquement, c'est le Q qui va s'annuler en alpha 1 plus 1. Bien. Donc, alors, quand je dis alpha 1 plus 1 est un 0 de multiplicité minimum H1 plus 1 de Q, alors qui divise, quel est le polynôme qui divise l'autre? Allô? Donc, ça veut dire qu'automatiquement, x moins alpha 1 plus 1 à la puissance H1 plus 1, il va diviser Q. C'est-à-dire, il va exister un T appartenant à X tel que Q, il s'écrit sous la forme X moins alpha 1 plus 1 à la puissance H1 plus 1 fois T. Puisqu'ici, on a supérieur ou égal, donc on ne connaît pas le comportement de T par rapport à alpha 1 plus 1. Bien. Mais, j'ai dit que le passage de là à là, on a utilisé ça. Ou bien, regardez, je peux utiliser x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1 divise ce produit-là. Alors, en utilisant, c'est comme si vous voulez, c'est analogue à ce qu'on fait en arithmétique en Z. Si on a A divise B fois C, et si A est premier, et A est premier avec A divise B, premier avec B, donc automatiquement A, il va diviser C. Alors, c'est la même chose, c'est analogue, on peut le démontrer facilement. Et ça s'appelle théorème de Gauss. X moins alpha 1 plus x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1, il est premier avec quel polynôme? Est-ce qu'il est premier avec le produit ou bien il est premier avec Q? Le produit. Le produit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diviseur commun entre les deux. Le seul diviseur commun, c'est 1. Comme on dit, le PGCD, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Donc, automatiquement, le x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1, il va diviser nécessairement et automatiquement Q. C'est ça ce que j'écris ici. Donc, implique que x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1 divise Q. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez bien que le PGCD, le plus grand diviseur commun entre x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1 et le produit de x moins alpha et la puissance hi allant de 1 jusqu'à m, c'est 1. Pourquoi il n'y a pas de diviseur commun? C'est parce que alpha 1 plus 1 est différent de tous les alpha i pour i allant de 1 jusqu'à m. Et ça s'appelle théorème de Gauss, chapitre 3. Alors, dans le chapitre 3, j'ai mis, regardez, j'ai mis chapitre 3. Je viens de mettre ce matin une nouvelle version où j'ai rajouté 4 slides. Tout simple, à la fin. J'ai juste rappelé, voilà, c'est ça. C'est quoi un PGCD de AP? Comment on le note aussi? J'ai donné des exemples directs. Voilà. Ensuite, c'est quoi la définition de A et B sont premiers entre eux? Et ensuite, voilà, j'ai donné des exemples qui sont premiers ou ne sont pas premiers. Ensuite, voilà, par analogie à Z, on obtient, on a le théorème de Gauss, c'est ça. Si A divise BC, et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C avec A et B et C sont des polynômes. Et j'ai donné un exemple. Et ensuite, on a aussi ça s'appelle diviseur premier. Si A et B sont des diviseurs de C, diviseurs, yani A divise C et B divise C, et si A et B sont premiers entre eux, alors le produit A fois B divise C. Et c'est tout.
J'ai donné ensuite un exemple. Donc, j'ai mis ce matin, j'ai enlevé l'ancienne version et j'ai mis ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, vous regardez, vous remplacez, quand vous téléchargez le fichier, vous remplacez avec cette nouvelle version. Bien. Normalement, je voulais faire ça ici, mais ça va être trop chargé. Donc, je l'ai mis là. Je reviens à notre... Donc, voilà. Soit comme ça, soit comme ça. C'est la même chose. Donc, il va exister, donc x moins alpha 1 plus 1 h1 plus 1 divise q. Donc, il va exister un t tel que q s'écrit sur la forme x moins alpha 1 plus 1 à la puissance h1 plus 1 fois t. Je vais noter ce résultat 4. Alors, 1 et 4. 1 et 4, on avait quoi dans 1? Dans 1, on avait p, c'est le produit jusqu'à m de x moins alpha à la puissance hi fois q. Et ensuite, le 4, c'est une expression de q. Donc, on remplace Q par son expression 4 dans 1 et on obtient P égale un produit de x moins alpha i à la puissance hi allant de 1 jusqu'à m plus 1 fois un polynôme t. Est-ce qu'on a fini la démonstration? Non, il reste juste à montrer que t, il ne s'annule en aucun alpha i. Alors, pour t, montrons que t, d'abord, donc, on va montrer que T ne s'annule en aucun alpha i allant de 1 jusqu'à 1 plus 1. Donc, d'abord, on va commencer de 1 à m. Alors, d'après 1, plus haut, on a Q ne s'annule pas en alpha i. D'accord? Et d'après 4, d'après l'expression 4, l'expression de Q. Q ne s'annule. Donc, on sait que Q ne s'annule en aucun alpha i. Donc, automatiquement, ce produit, il ne va pas s'annuler en aucun alpha i. C'est-à-dire que T aussi ne va pas s'annuler en aucun alpha i. C'est ça. Et i allant de 1 jusqu'à 1. Donc, on obtient 6. Maintenant, il nous reste le polynôme T ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Alors, 3 et 4. On regarde 3, c'est quoi? C'est ça. Et 4, c'est l'expression de Q en fonction de T. D'accord? Donc, je remplace Q par son expression. Donc, 3 et 4, on obtient, voilà que L et on simplifie par x moins alpha 1 plus 1 h1 plus 1, on obtient que L, c'est le produit. Voilà. L, c'est le produit de x moins alpha i h à la puissance hi allant de 1 jusqu'à 1 fois t. On sait que L, d'après 2, ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Donc, automatiquement, ce polynôme ne s'annule pas en alpha 1 plus 1, c'est-à-dire que t ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Donc, 6 et 7 impliquent que t ne s'annule en aucun alpha i allant de 1 jusqu'à 1 plus 1. Donc, on a pu écrire P sous la forme produit x moins alpha i à la puissance hi allant de 1 jusqu'à 1 plus 1 fois un polynôme qui ne s'annule en aucun alpha i allant de 1 jusqu'à 1 plus 1. Donc, la propriété est vraie pour 1 plus 1. C'est bon? Donc, on passe. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. في la preuve, درنا l'hypothèse de récurrence. On peut كتبنا l'expression qu'on doit montrer. On peut في بداية la démonstration استعملنا l'hypothèse واستعملنا بأن ألفا 1 plus 1 0 ديال B. Oui. مش هذيك اللي خصنا نبينوها زعما هي اللي خصنا نبينو. Là, écoute, les données, c'est ça.
soit P, un polynôme, et on a alpha 1 jusqu'à alpha 1 plus 1, des zéros distincts de P, de multiplicité comme quoi? Respective H1, H1 plus 1. Tout ça, ce sont des zéros de P. Donc, puisque j'ai M plus 1, 0, donc automatiquement, j'ai M0 distinct. Donc, ici, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence pour les M premiers zéros. Et pour le dernier zéro, qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Alors, pour les M premiers zéros, on a utilisé l'hypothèse de récurrence et on a obtenu ça. Et ça, comment j'ai obtenu ça? Juste pour le dernier zéro. Oui, oui. هذاك الشيء اللي كنت نقول. ورا هذه شرحتها. Alors, par définition, alpha 1 plus 1 est un 0 de P. Alors, il existe un polynôme L tel que P, il s'écrit sous la forme x moins alpha 1 plus 1 puissance H1 plus 1 fois L. Et L ne s'annule pas en alpha 1 plus 1. Elle est par définition. Vous pouvez la rajouter. Mais je n'ai pas utilisé quelque chose que je veux montrer. Même si, mademoiselle. Ici, c'est juste la définition pour le dernier zéro. D'accord? Donc, on passe. C'est bon? Alors, on a perdu. Oui. Donc, la remarque, qu'est-ce qu'elle dit là? Alors, d'après cette proposition, le degré de P, il est égal à combien? H1 plus H2 plus H3 jusqu'à plus HM plus quoi? Quel? Plus le degré de Q. Donc, le degré de P, il est supérieur ou égal à la somme des HI. D'accord? Parce que tout est positif. Donc, c'est ça l'objectif de la remarque. On déduit de la proposition précédente que degré de P est égal à H1 plus H2 plus jusqu'à HM plus degré de Q. Donc, degré de P, toujours, il est supérieur ou égal à la somme des multiplicités. Toujours. Et on a un corollaire. Corollaire, c'est quelque chose qui directement, par exemple, soit P, un polynôme de Kx, tel que son degré égal à 1 supérieur égal à 1. Alors, P possède O plus N0, N0 avec S, N0 distinct. Et le polynôme nul admet une infinité de 0. Alors, déjà, juste pour, voilà, pour la première, comment on va la montrer? Très simple. Donc, soit P appartenant à Kx, Kx et à grand X, tel que degré de P égale à N. D'accord? On va supposer, donc on parle des polynômes non constants ici, n supérieur égal à 1. Alors, le résultat P possède O plus N0 distinct. Autrement dit, le nombre des zéros distincts ne dépasse pas le degré. Ne peut jamais dépasser le degré. Ici, on va montrer par l'absurde. On va supposer que le nombre des zéros distincts dépasse le degré. Par exemple, on va supposer que P admet n plus 1 zéro distinct, par exemple. D'ordre de multiplicité, de multiplication. De multiplicité H1, Hn plus 1. Alors, d'après la remarque précédente,
Le degré de P, il va être supérieur à la somme des multiplicités, c'est-à-dire supérieur à H1 plus H2 plus jusqu'à Hn plus 1. Et qu'est-ce que vous connaissez des multiplicités? Elles appartiennent à quoi? Bien là, à n étoile. à n étoile. Donc, ils sont supérieurs ou égal à 1. La multiplicité, elle est toujours supérieure ou égale à 1. Le minimum, c'est 1. Donc, H1, elle est supérieure ou égale à 1. H2 aussi, la même chose pour Hn plus 1. Donc, cette somme, elle sera supérieure à 1 plus 1 plus 1, combien de fois? 1 plus 1 fois. Donc, c'est supérieur à n plus 1. Le degré de P, pour nous, c'est n. Donc, on va obtenir n supérieur ou égal à 1 plus 1. Est-ce que c'est logique? Non, c'est absurde. Et donc, ce qu'on a supposé est faux. Donc, le nombre de multiplicité, de nombre des zéros distincts ne peut jamais dépasser le degré. Par exemple, si on a un polynôme de degré 4, il va avoir combien de zéros distincts? Maximum 4. Maximum 4. D'accord? Et pour la deuxième, le polynôme nul admet une infinité de 0. Pourquoi? Ah oui, parce que... Il n'y a pas de degré. Parce que tous les polynômes divisent le polynôme 0. Le polynôme 0, il a une infinité de diviseurs. Donc, je peux faire x moins alpha divise le polynôme 0, quel que soit alpha, appartenant à, n'est-ce pas? Donc, alpha est un 0, est une racine du polynôme nul, quel que soit alpha. Donc, c'est évident, j'ai écrit ici, c'est évident. Vous voyez? On passe ici. Voilà, c'est ça le corollaire, que le nombre des zéros distincts ne peut jamais dépasser le degré n et le polynôme nul admet une infinité de zéros. La preuve, c'est déjà faite. Maintenant, donc, soit P un polynôme de Kx. Si alpha, donc, on va donner une relation entre la multiplicité et P'. Soit P un polynôme de Kx. Si alpha est un 0 de P de multiplicité H, regardez bien ici, je parle de H strictement supérieur à 1. Ici, les polynômes de degré égal à 1 ne sont pas concernés ici. D'accord? Alors, alpha sera un 0 de P', mais de multiplicité H-1. On va montrer ça. Voilà le lemme. J'ai alpha est un 0 de P de multiplicité H, par définition. Ou bien par caractérisation. Il existe un Q1 tel que P égale X moins alpha à la puissance H fois Q1. Et Q1 ne s'annule pas en alpha, n'est-ce pas? Oui, madame. Très bien. C'est par définition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au polynôme dérivé. Je dérive. Donc, ce sera P' égale Z H fois X moins alpha à la puissance H moins 1 fois Q1 plus X moins alpha à la puissance H fois Q1 prime. Donc, je peux factoriser par quoi ici? X moins alpha à la puissance H moins 1 fois Q2. Avec Q2, ce sera quoi? Quand je factorise, donc ce sera HQ1 plus X moins alpha Q1 prime. C'est ça. Je vais regarder maintenant si ce Q2, il va s'annuler en alpha ou pas. Donc, je vais l'appliquer à alpha. Donc, ça va donner H Q1 appliqué à alpha plus alpha moins alpha Q1 prime appliqué à alpha. Ça, c'est nul. Donc, il reste H Q1 appliqué à alpha. Qu'est-ce que vous connaissez de Q1 par rapport à alpha? Est-ce qu'il s'annule ou pas?
Non, Non, il ne s'annule Différent pas. à Le 0. H, bien sûr, il appartient super strictement à carrément. Donc, c'est différent de 0. Donc, alpha, donc on a pu écrire P' sur la forme x moins alpha à la puissance h moins 1 fois Q2 qui ne s'annule pas en alpha. on veut dire alpha est un 0 de P' de multiplicité égale h moins 1. C'est bon? C'est une démonstration qui est hyper simple. Bien. Donc, on passe maintenant à regarder cette proposition. Elle est très intéressante parce qu'elle nous donne quoi? Caractérisation d'un zéro multiple. Soit P appartenant à X. Alpha appartenant à K est un 0 de P de multiplicité toujours. Je m'intéresse ici à H supérieur strictement à 1. Alors, je peux dire que alpha est un 0 de P de multiplicité H strictement, de multiplicité H, si seulement si la dérivée Km de P appliquée à alpha égale à 0, et ce pour K allant de 0 jusqu'à H moins 1. Et la dérivée d'ordre H de P appliquée à alpha ne s'annule pas. Donc, si je calcule les dérivées successives, si je trouve que la dérivée Km s'annule en alpha pour K allant de 0 jusqu'à H moins 1, et ensuite, je calcule la dérivée Hienne, et si je l'applique à alpha, si je trouve que ce n'est pas nul, donc ça, c'est la même chose de dire que H et alpha est un 0 de P de multiplicité H. C'est une caractérisation de alpha est un 0 de P de multiplicité H. D'accord? Donc, on va prouver ça rapidement. Ça aussi, c'est très simple. La démonstration, elle est basée sur le lemme précédent. Donc, il y a une si seulement si, c'est une caractérisation, c'est une équivalence. Donc, il y a deux sens. Pour le sens direct, la donnée, c'est que alpha est un 0 de P de multiplicité H, supérieur strictement à 1. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si j'applique le lemme, qu'est-ce que je vais obtenir? Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. En appliquant le lemme précédent, alpha est un 0 de P de multiplicité H strictement supérieur à 1. Alors, d'après le lemme précédent, alpha est un 0 de P'. P' de multiplicité H moins 1. H moins 1, c'est ça. Ensuite, d'après le même lemme, mais je vais l'appliquer maintenant pour alpha en étant qu'un 0 de P'. Maintenant, je vais l'appliquer à P'. Qu'est-ce que je vais obtenir? Que alpha est un 0 de P', ça veut dire de P seconde. Et de multiplicité H moins 1, ça veut dire de 2. Très bien. Et maintenant, la même chose. J'applique le même lemme pour ce résultat-là. J'obtiens que alpha est un 0 de P de la dérivée d'ordre 3. De multiplicité combien? H moins 3. Donc, en réitérant le même raisonnement, RAI, raisonnement, RAI, on obtient, donc, je continue jusqu'à quoi, à votre avis? Que alpha est un 0, H moins 1. la dérivée d'ordre H moins 1 de P, et sera de quelle multiplicité? Toujours, j'ai écrit H moins à de l'ordre. Donc, ce sera H moins 1. Ça sera 1. Très bien. Et maintenant, est-ce que je peux continuer? Non, car Non, on a la multiplicité égale à 1. La multiplicité maintenant, c'est 1. Et donc, le lemme n'est pas applicable. Parce que le lemme, il est applicable pour les multiplicités qui sont supérieures strictement à 1. Très bien. Maintenant, regardez. Alpha est un 0 de P. Alpha est un 0 de P'. Alpha est un 0 de P seconde. Alpha est un 0 de P de la dérivée H moins 1 ième de P. Donc, ça veut dire que P appliqué à alpha, c'est 0, n'est-ce pas?
Alpha est un 0 de P. Ensuite, alpha est un 0 de P'. Ça veut dire que P' appliqué à alpha, c'est 0. Alpha est un 0 de P seconde. Ça veut dire que la dérivée de seconde de P appliquée à alpha, c'est 0. Jusqu'à la dernière, la dérivée d'ordre H-1 de P appliquée à alpha, c'est 0. Donc, on a pu obtenir tout ça. Qu'est-ce qui reste pour finir le sens direct? Voilà. Il reste quoi maintenant? Alpha n'est pas une 0 de P de H. Très bien. Et Il reste à montrer que la dérivée d'ordre H de P ne s'annule pas en alpha, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le dernier résultat. Alpha est un 0 de la dérivée d'ordre H-1 de multiplicité 1. Je vais écrire ça. Par définition, ça veut dire quoi? Il va exister un certain Q appartenant à Kx tel que la dérivée d'ordre H-S s'écrit sous la forme X moins alpha à la puissance 1. 1. C'est la multiplicité. Fois Q. Avec Q ne s'annule pas en alpha. Ce que je vais faire, je vais la dériver. Si je dérive encore une fois, j'obtiens ici la dérivée d'ordre H. Et ici, je vais obtenir 1 fois Q, c'est Q, plus X moins alpha fois Q'. Je vais l'appliquer à Alpha. alpha. J'obtiens Q appliqué à alpha plus alpha moins alpha, Q'. Donc, c'est Q appliqué à alpha. Q appliqué à alpha, il est comment? Nul ou pas nul? Non nul. Voilà, d'après ça. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la dérivée H de P ne s'annule pas en alpha. C'est ça le dernier truc qu'on veut montrer. Voilà. Ça va, pour le sens direct, c'est bon. On a utilisé le lemme précédent. Très bien. Donc, conclusion, on a pu montrer que toutes les dérivées jusqu'à H-1 s'annulent en alpha, mais la dérivée HM ne s'annule. Donc, maintenant, le sens inverse. Le sens inverse, on va dire qu'on a un polynôme P tel que toutes les dérivées jusqu'à la dérivée H-1 s'annulent en alpha, mais la dérivée HM ne s'annule pas. Et qu'est-ce qu'on veut obtenir? Yalla, que alpha est un 0 de P de multiplicité H-1. H. On va voir le résultat qu'on veut montrer. Maintenant, le sens inverse, c'est-à-dire que je veux obtenir que alpha est un 0 de P de multiplicité H. C'est ce que je veux. En utilisant ça. Bien. Alors, à votre avis, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur des dérivées successives de P en alpha. À votre avis, qu'est-ce que je vais utiliser? Quand on a la valeur des dérivées successives d'un polynôme en un scalaire, qu'est-ce qu'on utilise à votre avis? La formule de Taylor. De Taylor. Voilà, donc d'après la formule de Taylor, on a la formule de Taylor dit que P, il va s'écrire toujours sous la forme P appliquée. Ici, pour le A, on a pris alpha, notre alpha. Alors, P appliqué à alpha, P' appliqué à alpha sur 1 factoriel X moins alpha jusqu'à, toujours la formule de Taylor, elle va jusqu'à quoi? Quelle dérivée? Normalement, jusqu'à la dérivée n-ième de P avec n, c'est le degré de P. D'accord? Donc, ici, on a la dérivée première, dérivée deuxième, dérivée H-1, tout ça, hein, X moins alpha plus H-1. On a la dérivée H-ième de P, X moins alpha plus H. Et je continue jusqu'à la dérivée n-ième. N, c'est le degré. Alors, ici, je vais remplacer tout ça par la première ligne sera comment? Parce que j'ai P alpha, c'est 0, P' alpha, c'est 0, tout ça, c'est nul. Donc, il va rester que la deuxième ligne. C'est ça?
qu'est-ce que je vais faire avec cette deuxième ligne? Je vais factoriser par quoi? Par x moins alpha à la puissance combien? H. H, très bien. Voilà, factorisons avec x moins alpha à la puissance h. Donc, P s'écrit sous cette forme, x moins alpha à la puissance h fois dérivée Hm de P appliqué à alpha sur h factoriel. Dérivée h plus 1 de P appliqué à alpha sur h plus 1 factoriel fois x moins alpha. Jusqu'à le dernier terme, ça sera la dérivée nème de P appliqué à alpha sur n factoriel, x moins alpha à la puissance N moins h. h. Voilà, parce que j'ai factorisé par x moins alpha à la puissance h. Donc, P, il s'écrit sous la forme x moins alpha à la puissance h fois un certain polynôme q. Avec q, c'est ce polynôme-là. Reste maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Que alpha est un 0 de P de multiplicité h. J'ai cette écriture-là. Il me reste maintenant à montrer que q ne s'annule pas en alpha. Je vais appliquer q à alpha. Je l'applique. Ça, c'est constant, je vais l'écrire. Ça, c'est alpha moins alpha, c'est 0. Les autres aussi, alpha moins alpha, c'est 0. Donc, tout est nul, sauf le premier terme. Le premier terme, c'est quoi? C'est la dérivée Hm de P appliquée à alpha sur h factoriel. Il est nul ou pas? Ce n'est pas nul. Pourquoi? Parce que la dérivée Hm de P en alpha ne s'annule pas. D'où vient ça? Ça vient les données du sens inverse. J'ai ça et je veux obtenir ça. Donc, j'ai aussi. J'ai déjà utilisé ça, donc maintenant, j'ai utilisé ça. Ce sont les données du sens inverse. La dérivée Hm de P ne s'annule pas en alpha. C'est ça ce que j'ai utilisé. Voilà. Et donc, Q ne s'annule pas en alpha. Donc, ça, c'est la définition. Alpha est un 0 de P de multiplicité H. Exemple. On va voir un exemple. L'utilisation de cette caractérisation d'un 0 de P de multiplicité H. Regardons ce polynôme P. C'est x à la puissance 3 moins 3x plus 2. Bien, c'est un polynôme. Donnez-moi une racine évidente. Quand je dis une racine évidente, en général, 0, 1, moins 1, 2, des trucs comme ça simples. On remplace et on trouve. Donnez-moi une racine évidente. C'est 1. C'est 1. 1 moins 3 plus 2, c'est 0. Donc, 1, c'est une racine de P. Supposons qu'on ne connaît pas cette caractérisation. Et si je vous demande de me trouver exactement la multiplicité de 1, comment vous allez faire? On va diviser ce polynôme-là par x moins 1. J'obtiens un quotient et un reste. Bien sûr, le reste, il sera nul. Parce que 1 est un 0 de P. Et ensuite, je prends quoi? Je prends Q. Je le divise encore par x moins 1. Je vais regarder. Si ça s'annule en 1, c'est-à-dire si le reste est nul, donc la multiplicité elle est supérieure à 2. Sinon, la multiplicité, c'est... Non, si Q ne s'annule pas en 1, ça veut dire que la multiplicité, c'est 1. Sinon, elle est supérieure ou égale à 2. D'accord? Donc, à chaque fois, je divise avec le quotient. Ou bien, parce que ça demande beaucoup de calcul, sinon, on peut utiliser la caractérisation, qui est équivalente à la définition. Et on vient de montrer cette équivalence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer P' et P seconde, et éventuellement, la dérivée troisième. Mais ici, on va se contenter de calculer. D'abord, P appliqué à 1, c'est 0. Ça, on le sait. Je calcule P'. P', la dérivée P', donc c'est 3x carré moins 3. Je l'applique à 1. P' appliqué à 1, ça donne combien? 0. 0. Voilà. Ensuite, je calcule la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est 6x. D'accord? Je l'applique à 1 aussi. P seconde appliqué à 1, c'est 6.
il est différent de 0. Donc, j'ai la dérivée d'ordre 0, c'est P, nul en 1. La dérivée première s'annule en 1, mais la dérivée seconde ne s'annule pas en 1. Donc, quelle est la multiplicité à votre avis? C'est 2. H égale à 2. C'est Oui. d'après cette caractérisation. Les dérivées s'annulent en alpha, les dérivées jusqu'à h-1, mais la dérivée hm ne s'annule pas. Donc, ça c'est équivalent à dire que alpha est un 0 de multiplicité h. Donc, c'est la même chose. S'annule en 1, P' s'annule en 1, mais P seconde ne s'annule pas en 1, donc 2 c'est la multiplicité. Donc 1 est un 0 de P de multiplicité 2, ça veut dire que 2 est un 0, pardon, 1 est un 0 double. C'est bon? Vous avez compris l'exemple? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Bien. Donc, on passe maintenant. Donc, tous ces résultats qu'on a fait dans KX, on peut les appliquer donc soit à CX, soit à RX. Et on va voir quelle est la différence. Donc, exemple, c'est fait. Maintenant, on va voir étude grand 3, étude de polynômes de CX et RX. 3, grand 3, petit a, polynôme de CX. Je suis dans CX maintenant. J'ai un théorème qui s'appelle théorème de D'Alembert-Gauss. Notre théorème du chapitre 3 qu'on a vu concernant la divisibilité, il s'appelle théorème de Gauss. Et celui-là, théorème de D'Alembert-Gauss. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit tout polynôme à coefficient complexe, c'est-à-dire tout polynôme de CX, de degré n supérieur ou égal à 1. Donc, ça ne concerne pas les polynômes constants. Il admet au moins un 0 dans C. Au moins un 0 complexe, minimum. Alors, en se basant sur ce théorème, on va avoir le corollaire suivant qui dit que tout polynôme de CX de degré n supérieur ou égal à 1, je ne parle pas ici des polynômes constants, possède, si on a le degré c'est n, alors il va posséder n0 dans C, distinct ou non. Autrement dit, quand je dis distinct ou non, il y a tout 0 confondu. Autrement dit, si on a un 0 double, il va être compté combien de fois? 2 fois. C'est-à-dire, je compte ici la répétition. D'accord? Possède n0. Et les seuls polynômes irréductibles dans CX, c'est quoi irréductible? C'est-à-dire, les seuls diviseurs, c'est lui-même et le polynôme constant. Alors, sont les polynômes de degré 1. C'est juste une petite définition. On dit alors que le corps C est algébriquement clos. Un corps est algébriquement clos si les seuls polynômes sont de degré 1. Bien, commençons maintenant par montrer que n'importe quel polynôme de CX qui est de degré n, il va posséder un 0. Je compte la répétition des zéros ici. Pour la preuve, un corollaire. Donc, automatiquement, on va utiliser le théorème précédent de D'Alembert-Gauss. Donc, soit P un polynôme de CX, bien sûr, qui est de degré n supérieur ou égal à 1. Je ne parle pas des polynômes constants. D'accord? Donc, est-ce que le théorème de D'Alembert-Gauss est applicable? Oui. Alors, d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, il va exister. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de D'Alembert-Gauss? Regardez. Il admet, ce polynôme admet au moins 0. D'accord? Donc, il existe au moins alpha 1, un 0 de P dans C. Un 0 complexe. C'est-à-dire P, il s'écrit sous la forme X moins alpha 1 fois Q1. Le degré de Q1, c'est n moins 1. Et je suppose que que n, il est plus loin que 1. C'est juste pour qu'on regarde encore. Donc, en appliquant le même théorème pour Q1. Alors, Q1, il va obtenir, il va posséder au moins un 0 qui s'appelle alpha 2.
alpha 2 dans C. Donc, Q1, il va s'écrire sur la forme x moins alpha 2 fois Q2. Le degré de Q2, c'est n moins 2. Et ainsi de suite. J'applique encore le théorème de D'Alembert-Gauss. Il va exister quoi? 1, 0, alpha 3 de Q2. Et donc, Q2, il va s'écrire sur la forme x moins alpha 3 fois Q3. Et le degré de Q3, c'est n moins 3. Et ainsi de suite, en réitérant le même raisonnement, on obtient qu'il existe un certain alpha n appartenant à C. Et 0 de quoi? De Qn moins 1. C'est-à-dire Qn moins 1 s'écrit sous la forme x moins alpha n fois Qn avec Qn appartenant à Cx. Et degré de Qn sera toujours ici, degré de Q2, c'est n-2, degré de Q3, n-3. Donc, pour le même raisonnement, degré de Qn sera n-1, c'est 0. Donc, Qn sera une constante. Très bien. Est-ce qu'encore je peux utiliser le théorème de D'Alembert-Gauss? Non, il n'est pas applicable pour les polynômes constants. Donc, je m'arrête là. Donc, par conséquent, le polynôme P, il va s'écrire sous quelle forme? Donc, regardez, dès le début. Donc, je remplace, pardon. P, c'est x moins alpha 1 fois Q1. Et Q1, c'est quoi? X moins alpha 2 fois Q2. Et Q2, c'est quoi? C'est x moins alpha 3 fois Q3. Et ainsi de suite. Donc, je remplace à chaque fois et j'obtiens que P, c'est x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha n, le dernier, fois Qn. Qn, c'est C. Donc, je vais mettre C ici. C fois ce produit-là. Avec C, c'est une constante de l'ensemble C. Et des complexes. Alors, si j'ai P, il s'écrit sur la forme sigma AI à la puissance xi. Autrement dit, le coefficient de x à la puissance n, c'est AN. Alors, cette constante sera quoi? Par identification, sera AN. Donc, P, il va s'écrire sur la forme A indice n, x moins alpha 1 fois jusqu'à x moins alpha n. Donc, alors ici, P possède combien de zéros? Alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha n. N0. N0. Alors, est-ce que je peux dire ici distinct? Non, parce que le alpha 1, il peut être égal à alpha 2, parce qu'à chaque fois, je dis juste 0, je ne parle pas de multiplicité. D'accord? Donc, je dis juste 1, 0. Donc, il peut être répété. Par exemple, on peut avoir alpha 1 égal à alpha 2, par exemple. C'est juste 1, 0. Ces zéros peuvent être distincts ou non, ça dépend de P. D'accord? Donc, on a fini la première partie. Donc, tout polynôme de Cx possède un 0 dans C distinct. Alors, deuxième partie, les seuls polynômes irréductibles dans Cx sont les polynômes de degré 1. Donc, c'est simple. Soit P un polynôme de Cx. Donc, par exemple, je prends dans un premier temps le degré de P, c'est 1. Alors, P s'écrit sous la forme A1 fois x plus A0 avec A1, bien sûr, il est non nul parce que le degré, c'est 1. Donc, voilà. Quels sont les diviseurs de P? Ici, ce sont les constantes et P lui-même. Maintenant, si je prends un polynôme avec son degré égal à 2. Alors, d'après le premier résultat de ce corollaire, P, il va admettre 2 zéros, alpha 1 et alpha 2. Je ne sais pas si alpha 1 est égal à alpha 2, mais je peux écrire 2 zéros. Ici, je n'ai pas dit distinct. D'accord? Donc, P, il s'écrit sur la forme A2 fois x moins alpha 1 fois x moins alpha 2. Quels sont les diviseurs de P ici? Tous les diviseurs. Donc, c'est x moins alpha 1 fois une constante, x moins alpha 2 fois une constante, et le polynôme lui-même fois une constante, et 1 fois une constante. Donc, on a combien de diviseurs? 4.
4. Et si alpha 1 égale à alpha 2, on va obtenir combien de diviseurs? 3. 3. Donc, est-ce qu'il est irréductible? Non, parce qu'un polynôme irréductible, on dit qu'un polynôme est irréductible si les seuls diviseurs, c'est lui-même et une constante. C'est-à-dire que ça et ça. Ici, on a ça et ça. Et même si on a alpha 1 égale à alpha 2, on va obtenir un troisième qui est différent des deux. Donc, ce ne sera pas irréductible. J'ai fabriqué. Donc, ça ne sera pas irréductible. Donc, P n'est pas irréductible car P admet des diviseurs de degré 1 différents de degré 2, c'est pas comme ça, de P fois une constante et de 1 fois une constante. Et maintenant, si le degré de P égale à 3, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Ça veut dire quoi? Et d'après le résultat, le premier résultat de ce corollaire, si on a degré de P égale à 3, donc il va admettre, il va avoir combien de zéros? 3 zéros. Distinct ou pas? Donc les diviseurs de P, ça sera le polynôme P lui-même et le polynôme unité et polynôme de degré 1 et polynôme de degré 2, hein, x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha 3, ce sont des polynômes de degré 1. Et ensuite, les polynômes de degré 2, ce sera x moins alpha 1 fois x moins alpha 2, ou bien x moins alpha 1 fois x moins alpha 3, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il sera irréductible? Non, parce qu'il y aura des diviseurs de degré 1 et il y a des diviseurs de degré 2. Ça ne sera pas irréductible. Et on fait la même chose pour les autres polynômes de degré supérieur. Donc, les seuls polynômes irréductibles de Cx sont les polynômes de degré 1. Parce qu'on vient de montrer que pour les polynômes de degré 2 ou 3 ou plus, ils ne sont pas irréductibles. Donc, les seuls sont les polynômes de degré 1. Donc, fin de la démonstration. Corollaire. Soit P un polynôme comme ça, de degré n, c'est à 0 plus 1x plus 1xn. Degré de P, c'est n. Et alpha 1, alpha 2, alpha n, les m0 distincts de P, de multiplicité respective, h1, h2, hn. Alors, le m, il est inférieur ou égal à n, et la somme de toutes ces multiplicités égale exactement n, et P se factorise sur la forme suivante, P égale à n celui-là, fois le produit x moins alpha 1 puissance h1 fois jusqu'à x moins alpha m à la puissance hm. Ici, il n'y aura pas de q. Et on dit qu'on a effectué la décomposition d'un polynôme P appartenant à Cx en produit de polynôme irréductible dans Cx. Ou bien on dit tout simplement factorisation irréductible dans Cx. Bien. Juste une petite question. Quelle est la différence entre ce corollaire, les données de ce corollaire? J'ai un polynôme P et j'ai alpha 1, alpha m. Quelle est la différence entre ce corollaire et la proposition qu'on a montrée avant dans Kx? Voilà. Et avec celle-là. Allô? S'il vous plaît. Quelle est la différence entre la proposition qu'on a déjà montrée tout à l'heure, d'accord, et le corollaire que je viens de vous montrer? Ici, déjà, je parle en général de Kx, quel que soit K encore commutatif. Donc, est-ce que ce résultat, et j'ai combien? J'ai M0 distinct. Donc, est-ce que le résultat de la proposition de 2 est valable? Oui, il sera valable parce que ça marche pour n'importe quel cas corps commutatif. Et dans le corollaire que je viens de vous montrer, c'est dans ces cas particuliers. Mais ici, regardez, représente M0 distinct. Et ici,
Et ici, on a alpha 1, alpha 2, alpha m, les M0 distincts de P de multiplicité respective H1, H1. Alors, quelle est la différence? Qui peut me donner encore une autre différence? A est différent de 0. QA est différent de 0. QA est différent de 0. Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, madame. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai combien de zéros distincts? Et là, alpha 1, alpha 2, alpha m, les M0 distincts de P. J'ai combien de zéros? M. Est-ce que, d'après juste cette phrase, est-ce qu'il existe encore d'autres zéros? Non. Non. Alors, tous les zéros distincts qui peuvent exister, ce sont alpha 1, alpha 2 et alpha m. Donc, j'ai combien? J'ai M0 distinct exactement. Avec l'autre proposition de 2. Donc, on parle déjà en général. Donc, KX, ici, c'est dans C. Et de plus, dans la proposition, on a dit, on possède que M0. S'il existe d'autres zéros, ils seront dans Q. Mais ici, on a dit que tous les zéros distincts sont alpha 1, alpha 2, alpha. On a exactement M0. Très bien. Donc, si on a ça, P va se factoriser sur cette forme-là. Il n'y aura pas de Q ici. Et Q sera, si vous voulez, une constante. AN. AN, c'est le coefficient de X de plus haut degré. X à la puissance. Donc, on va voir comment. Alors, déjà, est-ce que la proposition 2 est applicable ici? Et là, rapidement, s'il vous plaît. Ben oui, elle est applicable. Je regarde. On va commencer la preuve. Alors, déjà, juste pour montrer le petit... soit on peut le laisser à la fin, soit on peut le montrer maintenant, il n'y a pas de souci. On va montrer juste que le nombre des zéros distincts, il est inférieur ou égal à n. Ça, c'est déjà montré. Le nombre des zéros distincts, il ne peut jamais dépasser le degré. Mais on peut le rappeler. D'après le résultat 1 du corollaire précédent, on a le nombre de zéros de P. Le nombre total de zéros de P, c'est n, n'est-ce pas? Mais le nombre de zéros distincts de P, parce que ici, quand je dis on a n 0, je compte la répétition. Si on a un 0 double, je le compte 2 fois. Si on a un 0 triple, je le compte 3 fois. Et donc, on compte quand on compte la répétition, on a un nombre qui est égal à n. Mais si je veux compter que les zéros distincts, donc automatiquement, le nombre de zéros distincts, ce sera inférieur ou égal à n. Donc, m, il est inférieur ou égal à n. Et d'ailleurs, ça, c'est déjà montré. Alors, P possède M0 distinct. Alpha 1, alpha 2, alpha m. Ce sont tous les zéros distincts qui peuvent exister. De multiplicité H1, H1. Donc, il va exister un certain polynôme Q de Cx tel que P, c'est le produit x moins alpha 1 à la puissance H1 fois x moins alpha 1 à la puissance Hm fois Q. Et Q ne s'annule pas en alpha i. Ça, c'est d'après quoi? D'après la proposition 2. D'accord? Maintenant, il faut qu'on montrons que Q ne possède aucun zéro dans C. En effet, on va faire par l'option. Supposons que Q possède un zéro bêta, c'est-à-dire il existe un bêta appartenant à C tel que Q appliqué à bêta égale à 0. C'est-à-dire bêta est un zéro de Q. Or, Q appliqué à alpha i est différent de 0 pour i allant de 1 jusqu'à m. Donc, bêta, est-ce qu'il peut être égal
à l'un de ces zéros-là, à un certain alpha i par exemple? Non, Non. non, parce que si j'applique Q à bêta, c'est 0. Si j'applique Q à alpha i, c'est non nul. Donc, bêta, il est différent de tous les alpha i allant de 1 jusqu'à m. D'autre part, P appliqué à bêta égale à 0 implique que P appliqué à bêta, parce que Q, il est là. Donc, P appliqué à bêta sera aussi nul. Donc, bêta sera aussi un 0 de P. Est-ce que c'est possible? Non. Parce que si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? J'ai alpha 1 jusqu'à alpha m des zéros de P. Sont distincts. Et ce sont, on a dit, les seuls zéros qui peuvent exister. Les M0 distincts. Et on vient de voir que bêta aussi est un 0 de P qui est différent de tous les alpha i. Donc, c'est comme si on a combien de zéros ici? M plus M 1 plus- zéro distinct. C'est absurde. D'accord, pardon. Voilà. Car les seuls zéros de P sont les alpha i. Et bêta i, il est différent de tous les alpha i. Donc, ça ne marche pas. Que les seuls zéros de P sont les alpha. Et on a M et 0, exactement 0 distinct. On n'a pas M plus 1. Donc, bêta ne peut pas, l'hypothèse n'est pas correcte. Donc, Q ne peut jamais, Q n'a pas de 0 dans C. Vous voyez? Donc, Q ne s'annule pas en C. Donc, Q ne possède pas de 0 dans C. Quels sont les polynômes qui ne possèdent aucun 0 dans C? Le théorème de D'Alembert-Gauss, qu'est-ce qu'il dit? N'importe quel polynôme de degré n supérieur ou égal à 1, il a au moins un 0. Donc, on vient d'avoir que Q ne possède aucun 0 dans C. Donc, automatiquement, Q, il aura un degré n inférieur strictement à 1. Ça veut dire que le degré de Q, c'est 0. Donc, parce que on exclut du théorème de D'Alembert-Gauss, on exclut les polynômes constants. Donc, Q, il sera un polynôme constant qui est bien sûr non nul parce qu'il ne possède aucun 0. Donc, je reviens. Donc, je remplace, j'ai Q ici. Donc, je le remplace par polynôme constant. Donc, c'est une C, une constante. Donc, P, il va s'écrire sur la forme C fois produit. Alors, automatiquement, donc le degré de P, c'est quoi? Exactement H1 plus H2 plus Hm. Donc, toujours, le degré d'un polynôme égale exactement quoi? La somme des multiplicités, mais de tous les zéros distincts. Il faut avoir déjà tous les zéros distincts, tout. Donc, et si je fais la somme des multiplicités, j'obtiens P. Comme on dit, N égale H1 plus H2 plus Hm. Donc, on a montré ça, et on a montré ça, et on a montré ça. Juste, qu'est-ce qu'il nous reste à montrer? Que la constante, elle est égale à N. Ce coefficient-là, c'est ça qui reste à montrer. Donc, or, P égale A0 plus A1x plus A2x carré plus A1xn, ça c'est par définition de P. Et on vient d'avoir P égale C fois ce produit-là. Donc, si je développe, alors le plus haut degré ici, ça sera quoi? X à la puissance H1 fois X à la puissance H2 fois X à la puissance Hm. C'est ça. De ce côté-là, ça sera X à la puissance N. Alors, les coefficients ici, c'est AN. Et ici, ça sera quoi? Constante. Donc, la constante, par identification, la constante sera égale à AN. Donc, P s'écrit sur la forme AN fois le produit. Fin de la démonstration. On va voir rapidement un exemple pour bien comprendre. Mais sinon, il y a les exercices en TD. Regardez-moi cet exemple.
Et quand même, je ne sais pas, j'ai pris cet exemple qui est un peu, il y a pas mal de calculs, mais c'est bien. Vous pouvez le faire chez vous, refaire cet exemple chez vous. Exemple, regardez, P égale x à la puissance 5 moins x à la puissance 3 plus x carré plus 1. Je le considère comme un polynôme de Cx. Et déjà, avant donc, ça s'appelle quoi, cette écriture de P? Elle s'appelle comment? Rapidement. Cette écriture. Elle s'appelle, regardez, La décomposition. composition de P en produit de polynômes irréductibles dans Cx. Si je vous demande dans Rx, parfois ça peut être les mêmes, parfois ça peut être différent. Ça dépend des zéros, s'ils sont complexes ou s'ils sont réels ou non réels. D'accord? Mais comme ça, quand on écrit comme ça, on dit qu'on a fait, ou bien tout simplement factorisation irréductible dans Cx. Alors, pour avoir la factorisation irréductible dans Cx, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut connaître tous les zéros de P ainsi que leur multiplicité. Ça y est. Bien, donc, je reviens à mon exemple. J'ai ce polynôme. La question, c'est factoriser P sous forme produit de polynôme irréductible dans Cx. Il faut connaître, en fait, tous les zéros ainsi que leur multiplicité. Alors, pour commencer, en général, donc on commence par, regardez-moi s'il existe une racine évidente ou bien un zéro évident. Allô? Ça sera? Et là. Ça sera 1. Ça sera 1. Je remplace 1 moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, 1 est un 0. Je ne connais pas sa multiplicité. Comment je peux connaître sa multiplicité? Écoutez, je parle oralement, donc il faut prendre des notes. Comment je peux connaître la multiplicité? Ici, on a écrit 1 est un 0 double. Comment? Qui peut me justifier ça? Rapidement. Regardez la caractérisation qu'on a démontrée juste tout à l'heure. J'ai P appliqué à 1, c'est 0. Je regarde P'. P' ici, c'est combien? C'est 5x à la puissance 4 moins 3x au carré moins 2x. Je l'applique à 1. Appliquez-la à 1. P'. Ça va être nul aussi. 0. Et ensuite, je calcule P seconde. Ça sera 20x à la puissance 3 et ainsi de suite. Appliquez-la à 1. Qu'est-ce que vous trouvez? Quelque chose qui est non nul. Donc, la dérivée seconde ne s'annule pas en 1. Mais P et la dérivée première s'annulent en 1. Ça veut dire que la multiplicité, c'est 2. C'est 2, d'après la caractérisation. C'est ça ce qu'en général, on utilise. C'est ce qu'on va utiliser dorénavant. Donc, 1 est un 0 double. Qu'est-ce que je vais faire avec 1? Je veux connaître les autres. Déjà, on peut tester que le moins 1 aussi, c'est un 0. Ça, on peut le remarquer. Sinon, je peux diviser ça par x moins 1 au carré. D'accord? Ou bien, par exemple, on dit que moins 1 aussi, je peux le remarquer. Moins 1 à la puissance 5, moins 1 à la puissance 3, moins 1 plus 1. D'accord? Et on obtient, c'est 0. Donc, moins 1 aussi, c'est un 0. Je passe à la dérivée, je l'applique à moins 1, ça sera non nul. Donc, moins 1 sera un 0 simple. Ce que je vais faire, je vais calculer x moins 1 au carré fois x plus 1. J'obtiens x à la puissance 3 moins x carré moins x plus 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser le polynôme par ça. J'obtiens x carré plus x plus 1. Quels sont donc, quelles sont les racines de x carré plus x plus 1? معروفة. C'est quoi J?
Vous connaissez le complexe J? Oui, non. Non. Non, non, vous ne le connaissez pas. Donc, c'est tout simplement EI de pi sur 3. C'est la racine troisième de 1. Autrement dit, quand je fais calculer J à la puissance 3, c'est combien? J à la puissance 3. Exponentielle de I de pi. C'est 1. Donc, on dit que c'est la racine troisième de 1. C'est une racine complexe. Bien. Racine complexe. Racine troisième de racine cubique de l'unité. Donc, J. J bar, tout simplement le conjugué. Qu'est-ce qu'on a de moins? Bien. Donc, on a trouvé toutes les racines. C'est 1 en premier, c'est le 0 double, moins 1, c'est un 0 simple. Et J et J bar, les deux sont simples. Donc, on va juste écrire P. Ça sera x plus 1 fois x moins j fois x moins j bar fois x moins 1 au carré. Donc, le fameux coefficient AN, ici, c'est combien? Attends, AN, ici, c'est 1. Donc, ici, on va mettre 1. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est 1. Ici, on ne met rien. Donc, c'est 1. Juste, on va regarder. On va vérifier. Le degré de P ici, c'est combien? C'est 5. 5. Et la somme des multiplicités, c'est combien? 1 plus Égal à 1 5. plus 1 plus 2, c'est 5. Très bien. Donc, voilà. Et on dit qu'on a fait une factorisation irréductible de P dans Cx. Maintenant, si la question était juste dans Rx, quand je dis la factorisation, je vois des nombres non, ou bien des scalaires non réels qui circulent. Quels sont les scalaires ici qui ne sont pas réels? Ce sont C'est V et G bar. les J bar. Donc ici, je vais les mettre, je vais laisser leur produit qui est x carré plus x plus 1. Et voilà. Je vous demande de me trouver la factorisation dans Rx, le produit, donc je le calcule, ça sera x carré plus x plus 1, et je m'arrête là. Parce que c'est une factorisation irréductible. Pourquoi c'est irréductible? Parce que avec x carré plus x plus 1 n'a pas de diviseur dans Rx. On va voir tout de suite ça. Voilà l'exemple, c'est bien. Donc, je vous invite à le travailler. Je vous conseille de refaire. On passe maintenant au paragraphe suivant. Voilà, étude des polynômes. Donc, c'est grand 3, mais maintenant, petit 2. Polynôme de Rx. Donc, soit P, un polynôme de Rx, et alpha appartenant à... Regardez cette proposition. Alpha est un 0, il faut enlever le S. Page. Alpha est un 0, hein, il n'y a pas de S, de P dans C, de multiplicité H. Si seulement si alpha bar est un 0 de P dans C de même multiplicité H. Écoutez, de P, il est dans Rx. Ça veut dire quoi? Que ces coefficients sont Réel. Et j'ai alpha, qui est complexe. Quand je dis complexe, il peut être réel ou non. Oui, il est dans C. Alors, avec un 0 C de multiplicité H, si seulement si alpha bar est un 0 de P de même multiplicité. Comme on dit, si j'ai alpha est un 0 de P, alors automatiquement, alpha bar sera aussi un 0 de P de même multiplicité H. Mais à condition que le coefficient de P soit réel. On va voir la preuve de ça qui est simple. Alors,
j'ai P, mais elle est valable. Le résultat, il est valable que si P, il est à coefficient réel. Alors, P appartient à Rx. Ça veut dire que ces coefficients sont réels. Et je regarde, par exemple, soit Z dans C. P, il peut être appliqué à Z. Il n'y a pas de souci. Parce que quand je dis P appartient à Rx, est-ce qu'il appartient à Cx? Oui. Oui. Oui, madame. Et l'inverse, est-ce que c'est vrai? Si Non. j'ai un polynôme qui appartient à Cx, est-ce que je peux dire qu'il appartient Non, non, madame. Pas forcément. à Rx? Les coefficients, ils peuvent être non réels, donc je ne peux pas faire ça. Mais n'importe quel polynôme à coefficient réel, donc automatiquement, je peux dire que ces coefficients sont complexes parce que R, il est inclus dans. Bien. Bon, maintenant, une variable dans C, un Z dans C. J'applique P à Z. Je regarde le conjugué. D'accord? Eh bien, P appliqué, le conjugué de P appliqué à Z, c'est P appliqué à Z bar. Ce résultat, je vais l'appeler étoile. Si vous voulez sa petite démonstration, elle est là. C'est un résultat que je vais utiliser pour montrer ça. Alors, pourquoi le conjugué de PZ, c'est P appliqué au conjugué? Tout simplement. Par exemple, P, c'est ANZN plus AN moins 1 Z à la puissance N moins 1 plus jusqu'à A0. C'est ça, P appliqué à Z. Maintenant, j'applique le conjugué. Donc, le conjugué, c'est le conjugué. N'est-ce pas? Le conjugué de la somme, c'est quoi? C'est la somme des conjugués. Oui. Et donc, ça sera AN, le conjugué de AN Z à la puissance N plus le conjugué de AN moins Z à la puissance N moins 1 plus jusqu'à le conjugué de A0. Le conjugué du produit, c'est quoi? Le conjugué du produit. Le produit des... C'est le produit des conjugués. Donc, ce sera AN bar fois Z bar à la puissance N. Mais ici, on a juste AN. Pourquoi AN bar égale à AN? Parce que AN, c'est un réel. AN, c'est un réel. Même chose. AN moins 1 est un réel. Donc, c'est la même chose que son conjugué. Et ici, j'ai laissé A0 bar, mais normalement, c'est A0. Même, je A bar, et c'est là où je vais passer à dire que c'est P appliqué à Z bar parce que AK bar, c'est AK. Et pourquoi? Parce que P appartient à Rx. Écoutez, je vais laisser AN bar, ici AN moins 1. Et le passage, je vais le mettre ici. Et le passage, fait de dire que AK bar égale AK. D'accord? Ici, c'est P appartient à Rx. Donc, ce sera P appliqué à Z bar, quel que soit Z appartenant à C. Donc, ce résultat, il est valable, je le répète, pour les polynômes à coefficient réel.